Donc en fait, le but de ce cours, c'est de pouvoir comprendre comment on va passer de ceci à cela. Ceci, c'est la toute première photo de l'univers, en fait, vraiment photo au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est la toute première capture de photons qui nous viennent de l'univers le plus lointain qu'on puisse observer. Et on voit qu'à cette époque-là, on a une espèce de carte psychédélique comme ça, parce que c'est une photo qui est prise, les photons qui nous arrivent sont dans la longueur d'onde micro-ondes, donc c'est pas vraiment une photo comme on est habitué avec des photons dans le visible. Et on a un peu une espèce de carte de la répartition de la chaleur, de la température dans l'univers extrêmement primordial. Et c'est donc vraiment la toute première photo qu'on ait de l'univers. À ce stade-là, si on regarde la composition de l'univers, en plus d'une énorme énergie, il n'est composé que d'hydrogène et d'hélium, des petites traces de lithium et de beryllium, mais il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat au sens propre du terme, il n'y a pas de quoi faire un chat en fait, et donc encore moins de le fouetter, parce qu'il ne s'est pratiquement rien passé entre le début de l'histoire telle qu'on peut l'expliquer, et cette première photo qu'on a. Tout va se passer par la suite en fait. Donc quand je dis qu'on essaye de passer de ça, de comprendre comment on passe de ça à ça, c'est un petit peu métaphorique parce qu'on a vu avec Robert Pascal et Pourri ce matin que voilà, il y a toute une phase où comment est-ce que la vie émerge, on ne sait pas trop, et il y a beaucoup d'hypothèses, il y a des pistes intéressantes, mais c'est encore loin d'être réglé, et c'est pas moi qui vais vous l'expliquer bien entendu. Quand je vous dis arriver à ce résultat-là, c'est en termes d'éléments chimiques en fait que je vais parler, c'est-à-dire, c'est moins joli, mais c'est essayer d'expliquer ceci. Essayer d'expliquer la présence de ces éléments chimiques parfois extrêmement complexes, extrêmement lourds, et leurs abondances respectives telles qu'on les observe typiquement ici dans le Soleil. Donc je vais commencer par balayer un petit peu l'ensemble de l'histoire pour que vous ayez en tête les grandes lignes de la chose, sans entrer dans les détails, juste pour que vous ayez les grandes étapes que j'aimerais que vous puissiez garder en tête par la suite. Et on reviendra ensuite de manière beaucoup plus détaillée sur chacune de ces étapes avec des aspects un peu plus techniques, un petit peu plus trash on va dire. Mais j'aimerais déjà vous faire un peu une image globale de ce qu'on peut expliquer, de ce qu'on peut raconter sur ces phases, sur cette nucléosynthèse, en fait, comment ça se fait que les éléments chimiques existent. Et donc on va commencer par balayer un petit peu justement ces grandes étapes, et pour ça on a besoin déjà de connaître les acteurs qui vont jouer un rôle dans cette histoire. Les acteurs principaux pour la formation des éléments chimiques, eh bien en fait ce sont les 4 forces fondamentales de la physique. On ne peut se passer d'aucune, et eh bien, certaines, vous les connaissez bien. La gravitation, tout le monde la connaît quand on tombe du lit ou voilà, quand on se prend un caillou sur la tête. Les forces nucléaires, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible sont beaucoup moins connues. Elles sont connues des physiciens, mais du public en général, rarement. La force électromagnétique, elle, oui, vous la connaissez bien aussi. Elle intervient dans notre vie de tous les jours. Et en fait, les acteurs les plus importants... Pour vraiment la formation des éléments, on a essentiellement besoin de ces 3. La force électromagnétique jouant évidemment aussi un rôle, mais c'est vraiment, vous allez voir, la force nucléaire forte et la faible qui seront primordiales dans notre histoire, avec en plus la gravitation qui va donner le contexte. Tout ça pour expliquer ce fameux tableau de Mendeleïev. Chaque élément a son importance. Vous comprendrez au fil de mon exposé pourquoi j'ai mis ce genre de couleurs-là, qui n'est pas du tout les couleurs habituelles d'un tableau de Mendeleïev. Et petit rappel, je pense que vous le savez tous, vous êtes tous bien rodés là-dessus, mais ça vaut toujours la peine de rappeler les choses. Le nombre de protons définit l'élément chimique auquel on a affaire. Le nombre atomique total, donc protons plus neutrons, définit l'isotope. Ou disons le nombre de neutrons définit l'isotope. Donc ça, c'est 2 petites définitions dont on aura besoin par la suite, que je suppose que vous connaissez tous très bien. On peut définir donc cette fameuse vallée de la stabilité, où vous voyez les éléments en noir. Ce sont les éléments stables qui ont une durée de vie tout à fait longue, on va dire, extrêmement longue, et qui donc sont en fait
les éléments qui constituent notre matière. Les autres éléments en jaune étant des éléments relativement instables, radioactifs. Et donc plus on s'éloigne de la vallée de stabilité, plus on aura tendance à y retomber par des désintégrations bêta. Un autre acteur, c'est le temps. Il faut beaucoup de temps pour démarrer les processus de nucléosynthèse. C'est un peu comme pour la vie, on a l'impression qu'il faut beaucoup de temps pour que ça démarre, puis ensuite tout d'un coup il y a un moment où ça s'accélère, où ça va vite. Et pour les atomes, c'est la même chose. On a beaucoup parlé tout ce début de semaine de tout ce qui a pu se passer pendant cette phase-là de la vie de l'univers, si on trace la vie de l'univers telle qu'on la comprend de gauche à droite. Donc on s'est beaucoup intéressé à tout ce qu'il y avait à partir du moment où le système solaire s'est formé et où la Terre a commencé son histoire. Moi, je vais essayer de vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé avant et de comment ça se fait qu'on en arrive à ça. Et donc, il y a une phase qu'on identifie où on a des raisons de penser que l'univers était extrêmement dense, extrêmement chaud. Vous avez tous entendu parler du Big Bang. On l'associe souvent à une explosion primitive, ce qui est complètement faux, c'est une expansion, c'est une différence notoire pour la physique. On a surtout beaucoup assimilé ça au début de l'univers, au commencement de l'univers. C'est de moins en moins sûr. En fait, on se rend compte que si on regarde les observations qu'on a, c'est que les galaxies sont en expansion, que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et ça nous suggère que, et forcément, si on rebobine le film dans l'autre sens, qu'il y a eu un temps où l'univers était beaucoup plus dense. Et donc, si on continue de rembobiner dans cette logique-là, on va arriver à un stade où l'univers est extrêmement dense, extrêmement chaud, et avec les équations qu'on utilise pour décrire ces phases-là, on tombe sur ce qu'on appelle une singularité mathématique, enfin purement mathématique des équations, qui fait qu'on n'arrive pas à connaître ce qu'il y avait avant. On est dans une phase où on est dans une singularité, on perd toute trace, les dérivés ne mènent nulle part, on est coincé. Alors en principe, en maths, quand c'est le cas, ça veut simplement dire qu'on doit changer de formalisme mathématique. Ça veut pas dire que c'est un endroit particulier ou un moment particulier, ça veut surtout dire qu'on n'a pas le bon formalisme pour décrire l'objet en question à ce stade-là. Malheureusement, on n'a pas de choix pour l'instant. On commence à avoir des choix pour essayer de changer de formalisme et pouvoir commencer à décrire peut-être les choses de manière plus intéressante et sans tomber sur une singularité, mais c'est encore très hypothétique, c'est pas encore vraiment établi. Le problème, c'est qu'en fait, dans cette phase ici, on aurait besoin de pouvoir traiter l'objet univers à la fois avec les équations de la relativité générale et avec les équations de la mécanique quantique. Or, ces deux formalismes sont diamétralement incompatibles et donc on est coincé. On n'arrive pas à décrire ni avec l'un ni avec l'autre. On est à la recherche et dans l'attente pleine d'espoir qu'un petit génie nous ponde une théorie un peu plus globale où, d'une part, les équations de la relativité générale seraient en fait un cas particulier de cette nouvelle théorie plus globale et les équations de la mécanique quantique aussi. Donc on aurait ces deux cas particuliers qui s'appliqueraient dans un certain domaine d'énergie et de masse, par exemple, enfin, un certain domaine d'énergie, allons dire, et en fait, ce serait dans un cadre plus global qui permettrait d'utiliser le formalisme complet quand on en a besoin, c'est-à-dire pour décrire ces phases-là. Tout ça pour dire que le Big Bang n'est pas un début, on n'en sait rien. A priori, rien ne peut naître, donc on pourrait s'imaginer qu'il n'y a aucune raison que tout d'un coup il y ait de l'énergie qui soit là puis qui n'était pas avant. Donc ça semble relativement absurde que ce soit un début. Maintenant, on n'en sait rien, on n'arrive pas encore à pouvoir raconter avant. Donc on a l'habitude de dire que voilà, on a le temps T0 à ce moment-là. C'est un peu une convention, c'est de moins en moins une convention, mais on entend encore beaucoup cette notion-là. Et j'utiliserai de temps en temps ces notions de temps à partir de ce temps zéro, mais en essayant de nous en débarrasser le plus possible. Et donc, intéressons-nous un petit peu à cette phase, justement, d'univers extrêmement dense, extrêmement chaud. On
On peut y voir certaines étapes dont le principal moteur, en fait, la principale cause est la condition d'énergie à ce moment-là. C'est-à-dire que si l'univers est extrêmement chaud là et va en se refroidissant de ce côté, on voit une échelle thermique ici, qu'on peut associer selon certains modèles à une échelle temporelle, donc. Mais de nouveau, l'échelle temporelle va dépendre du modèle et part du principe que c'est un temps zéro juste avant le temps de Planck. Donc on va mettre cette échelle temporelle vraiment entre guillemets. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est l'échelle thermique. Et selon l'énergie à disposition dans l'univers à ce moment-là, certains processus vont avoir lieu, ou vont ne plus avoir lieu. Et donc, on va avoir des étapes comme ça dans l'histoire de l'univers. Donc on décrit déjà une première étape qui est la brisure de la symétrie électrofaible, c'est-à-dire qu'on suppose qu'au début, avant cette brisure, force électromagnétique et force nucléaire faible n'étaient qu'une seule et même expression d'une seule et même force, mais qu'à cette température de 10 puissance 15 degrés, en dessous de 10 puissance 15 degrés, ces forces commencent à se comporter de manière légèrement différente, et donc il y a cette brisure de symétrie qui fait qu'ensuite on peut identifier la force nucléaire faible d'un côté, avec sa façon d'agir, et la force électromagnétique de l'autre. On voit qu'à 10 puissance 12 Kelvin, on a la formation de protons et de neutrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie dans l'univers n'est plus suffisante pour que les quarks soient en une espèce de soupe libre dans la nature, mais les quarks vont se cristalliser, en quelque sorte, vont se confiner en fait, dans ce qu'on appelle les nucléons, donc les protons et les neutrons. Et c'est donc, cette formation est donc liée au confinement des quarks. À 10 puissance 10 Kelvin, on a le découplage des neutrinos. Donc les neutrinos, ces petites particules fantomatiques qu'on arrive très difficilement à capturer et qui jouent un rôle justement, enfin qui sont des acteurs dans l'énergie nucléaire faible. Ils vont se découpler de la matière à ce moment-là. On voit qu'à à peu près 1 milliard de degrés, on a le début de ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir synthétiser du deutérium, donc c'est un isotope lourd de l'hydrogène. Et puis on voit que quand l'univers a 100 millions de degrés, on a la fin de cette nucléosynthèse primordiale, donc elle n'a duré dans une échelle temporelle qu'un quart d'heure. L'univers continue de se refroidir et de s'expandre. On a une phase où la chimie en phase gazeuse devient possible. Et puis on a la fameuse phase où l'univers peut devenir transparent, c'est-à-dire que la température qu'il a permet le découplage des photons et de la matière. L'univers devient transparent, les photons peuvent enfin circuler librement dans l'univers et il y a l'émission de ce rayonnement fossile dont je vous ai montré l'image au tout début, qu'on appelle justement le rayonnement fossile, parce que c'est le moment où l'univers est devenu transparent, c'est la première photo possible de l'univers. Au moment où justement l'univers devient transparent, on a un tableau périodique de Mendeleïev qui ressemble à ça. Donc c'est extrêmement déplumé, il manque encore tous les éléments qui vont nous intéresser pour la suite de l'histoire. On ne fait pas grand-chose avec seulement de l'hydrogène, de l'hélium et des traces de lithium et de beryllium. Côté chimie, c'est quasiment zéro, c'est très peu. Et voilà, c'est vraiment, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de la nucléosynthèse. Sans l'hydrogène, il ne se passe rien du tout, donc il y a quand même un constituant essentiel de toute la matière qui est déjà présent, mais le reste ne lui permet pas d'avoir des fonctionnalités très intéressantes. Si on revient à cette fameuse image du moment où l'univers devient transparent, donc on a une image qui montre des fluctuations en température. Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qu'on a vraiment énormément exagéré les contrastes et qu'entre les zones les plus rouges, qui sont les plus chaudes, et les zones les plus bleues sombres, qui sont les plus froides, il n'y a qu'un 10 millième de degré de différence. Donc on peut vraiment dire que l'univers à ce moment-là est pratiquement homogène, et simplement il y a des minuscules, d'infimes petites fluctuations
de température qu'on peut détecter déjà à cet âge-là. Fluctuation de température signifie fluctuation de densité, en fait, dans l'univers. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se passer quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez des fluctuations de densité, vous avez de la gravitation qui peut entrer en jeu. Si vous avez suffisamment de temps devant vous, et l'univers a tout le temps qu'il veut devant lui, eh bien, à partir de ces très petites fluctuations autour d'une densité moyenne, la masse attire la masse en gravitation. Donc les zones où il y a un petit peu plus de masse, eh bien, la masse va aller vers cet endroit-là. Dans les endroits moins denses, ça va se vider. Et donc vous allez avoir l'amplitude va devenir plus grande de ces fluctuations. De plus en plus, ça va creuser les creux et augmenter les sommets. Et vous allez finir par avoir, simplement avec un peu de temps à disposition, vous allez finir par avoir des objets tout à fait liés et des zones pratiquement vides de matière dans l'univers. Donc c'est juste gravitation et du temps. Cette phase-là, c'est ce qu'on appelle l'âge sombre, parce que les photons qui sont partis dans toutes les directions au moment où l'univers devenait transparent, à cause de l'expansion, ont leur longueur d'onde qui chute, qui sort du domaine visible, et on n'a encore aucune source de lumière visible à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge sombre, c'est qu'il n'y a pas de lampion dans l'univers, il n'y a plus de source de lumière, il y a juste ce bain de photons qui se dilue progressivement, dont l'énergie diminue progressivement. Et puis, en revanche, ces objets qui vont devenir de plus en plus liés et de plus en plus condensés, en fait, dans certaines zones de l'univers. On peut modéliser tout ça pour essayer de comprendre pour essayer de vérifier qu'on a bien compris ce qui s'est passé. Et typiquement, là, je vais vous montrer une animation qui a été faite par un de mes collègues, où on part de différences en densité dans un cube d'univers qui ressemble à ces différences de densité que je vous ai montrées tout à l'heure, qui serait l'équivalent d'un 10 millième de degré. Et puis on va laisser justement la gravitation faire son effet et le temps faire son effet. Et on voit que petit à petit ça se condense dans certaines zones. On voit des espèces de filaments se former, des espèces de nœuds se former. On voit qu'au niveau de ces nœuds, quelque chose s'allume. Si vous regardez bien, vous voyez que ça évolue en plus. Vous voyez que les nœuds très importants attirent de la matière. Les galaxies qui sont en train de se former sous vos yeux grandissent par cannibalisme galactique, si on ose parler de ça, utiliser ce mot. Et donc on voit que voilà, la masse attire la masse, la gravitation fait son œuvre, et grâce à ça, les galaxies peuvent se réunir dans les nœuds au croisement de ces filaments. Et on voit que les zones vides se vident encore plus. En fait, les zones de peu denses se vident totalement. Et donc notre cube d'univers ne ressemble plus du tout au cube de départ, qui était celui-là. Et là, on n'a rien utilisé d'autre que la gravitation. Que donc, au nœud de ces filaments, les étoiles s'allument, les galaxies commencent à prendre de la substance. Et en fait, c'est grâce à ces étoiles que tous les éléments qui vont réellement vous intéresser et nous intéresser pour la suite de l'histoire vont se passer. Une étoile, enfin un petit résumé vraiment très grossier, ça se résume en une petite expression simple. Une étoile, c'est une grosse boule de gaz chaud. Voilà, c'est pas très poétique, mais avec ça, vous avez tout dit. Ça doit être gros pour que ça soit en boule. Si ce n'était pas suffisamment massif, la gravitation ne pourrait pas agir et le gaz ne se mettrait pas en boule. Ensuite, quand vous comprimez du gaz, il va s'échauffer naturellement. C'est une propriété naturelle du gaz. Et donc, il va commencer à avoir une agitation de ces molécules due à cet échauffement. Et cette agitation va provoquer une pression qui va lutter contre la gravitation. Donc, une étoile, c'est une grosse boule de gaz chaud. Parce que voilà, la chaleur générée par la compression de la gravitation
va lutter contre la gravitation et maintenir l'étoile en équilibre. On peut mettre ça, on peut résumer le fait que justement, non seulement l'étoile est chaude et c'est ça qui la maintient en boule, mais elle va avoir une chaleur, une température différente selon la zone dans l'étoile à laquelle vous intéressez. Et on se rend compte qu'au cœur des étoiles, il fait même suffisamment chaud pour que de la fusion nucléaire commence à avoir lieu. C'est-à-dire que l'hydrogène va pouvoir fusionner avec un autre atome d'hydrogène pour former de l'hélium. Et puis, vous avez s'il fait encore plus chaud, vous avez la possibilité que deux noyaux d'hélium fusionnent pour fabriquer du carbone ou de l'oxygène. Il en faut 3 ou 4 en fait pour faire du carbone et de l'oxygène. Et pour les étoiles les plus grosses, vous allez avoir comme ça toutes sortes de fusions successives des éléments chimiques dans le cœur des étoiles, dans des zones de plus en plus petites de l'étoile. Ces zones devant être de plus en plus chaudes pour fusionner l'élément suivant. Et donc, on va avoir une structure comme ça en pelure d'oignon pour les étoiles les plus massives, où vous allez avoir la trace de chaque étape de nucléosynthèse au fur et à mesure que vous allez plus profondément dans l'étoile, jusqu'à la formation d'un petit cœur de fer tout au centre de l'étoile. Durant leur vie, les étoiles vont fabriquer tous les éléments jaunes. Vous voyez que ça meuble déjà nettement le tableau périodique, et vous voyez surtout qu'il y a toute une série d'éléments ici qui nous intéressent énormément dans l'histoire de la vie, bien que, évidemment, tous soient nécessaires. Mais disons, il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres par rapport à ce qui nous intéresse pendant cette semaine. Les petites étoiles sont intéressantes parce qu'elles ont dans leur couche externe des réactions de capture de neutrons qui vont augmenter encore la quantité, la diversité des éléments fabriqués. Donc par capture de neutrons dans les couches extérieures des étoiles, vous allez compléter encore le tableau de Mendeleïev par toutes sortes d'éléments nettement plus lourds que le fer, qui ne peuvent pas être produits par nucléosynthèse hydrostatique dans le cœur des étoiles, et qui sont ces éléments en orange. Donc on avance bien sur la complétion de ce diagramme de Mendeleïev. Il reste encore des trous, et ces trous seront comblés par les explosions des étoiles les plus massives. Les étoiles les plus massives explosent en supernova, et durant ces explosions, vous avez un autre type de capture de neutrons qui va avoir lieu, et qui va compléter le tableau avec tous les éléments rouges. Avec ça, on a un tableau complet. Tous les éléments stables y sont représentés, tous les éléments stables et naturels y sont présentés. Et on a fini notre travail dans un sens, puisque maintenant, c'est complet. Donc on va revenir étape par étape, un peu plus techniquement parlant, sur toutes ces différentes étapes. Et évidemment, on va replonger dans la nucléosynthèse primordiale pour voir de manière un petit peu plus précise comment les choses se passent. Vous retrouvez ici quelques-unes des étapes que j'avais présentées sur une espèce de ligne de temps sur le schéma de tout à l'heure, où vous avez l'échelle de température décroissante entre les phases les plus précoces de l'univers et l'univers aujourd'hui. Vous voyez que la température de l'univers aujourd'hui n'est que de 2,7 degrés Kelvin. Et vous voyez pour chaque différente température l'événement correspondant, les étapes correspondantes, comme on les a décrits précédemment. Et la phase qui évidemment nous intéresse à nous, le BBN, c'est pour Big Bang Nucleosynthesis, donc c'est la nucléosynthèse cosmologique en fait, qui a lieu dans cette gamme de températures entre 1 milliard et 100 millions de degrés Kelvin. Alors les étapes, les unes après les autres, pourquoi ces étapes ? Donc en fait, tant que l'univers est vraiment suffisamment chaud, toutes les interactions faibles vont être en équilibre. Donc les électrons seront en équilibre avec les neutrinos par cette double réaction d'une paire électron-positron qui va donner une paire de neutrinos-antineutrinos, et puis
la réaction inverse est possible, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre, et donc on passe d'une expression d'énergie sous forme de paire de neutrinos à une expression d'énergie sous forme de paire d'électrons-positrons. De la même manière, toujours l'interaction faible, mais le courant chargé cette fois, vous avez un équilibre entre les neutrons et les protons par deux réactions différentes, soit proton-électron qui donne un neutron et un neutrino, ou bien un neutron avec un positron qui donne un proton et un antineutrino. Donc vous avez de nouveau les deux réactions qui sont possibles dans les deux sens, et ça nous donne un équilibre. Donc vous avez une espèce de soupe de particules dont les spécificités ne changent pas, les rapports d'abondance ne changent pas. Si l'univers se refroidit et que le taux d'expansion devient plus rapide que la force de couplage de la réaction en question, eh bien, vous allez avoir une interruption d'un des sens de la réaction. Typiquement, c'est ce qui se passe quand l'univers a 20 milliards de degrés. Le taux d'expansion ne permet plus l'interaction entre les électrons et les neutrinos, ou les photons et les neutrinos. Et donc, on a ce qu'on appelle le freeze-out, le gel en fait, des neutrinos les plus lourds, les neutrinos mu et tau. En revanche, les neutrinos électroniques, eux, peuvent continuer, donc c'est la famille la plus légère des neutrinos, eux, ils arrivent à continuer d'interagir avec les baryons par le courant, l'interaction faible de courant chargé. En revanche, à 10 milliards de degrés, ces neutrinos se découplent à leur tour, donc le courant chargé n'est plus en équilibre, et on a un gel des neutrons, et avec un rapport proton-neutron qui peut être déterminé par cette expression. Donc le nombre de neutrons sur le nombre de protons à ce moment du découplage va être en gros proportionnel à l'exponentielle entre la différence de masse entre le neutron et le proton et la température à ce moment-là donnée, au moment de ce découplage. Avec les paramètres cosmologiques qu'on a, on peut déterminer à quel moment cette température, à quelle température ce découplage va avoir lieu, et ça nous donne un rapport d'à peu près 1 sur 6. Les neutrons ne sont pas stables s'ils ne sont pas incorporés dans un noyau. Ils ont un temps de vie qui est d'à peu près 880 secondes, et on peut donc voir la densité des neutrons diminuer au fil du temps à cause de la désintégration du neutron en proton. La réaction inverse, on a vu, qui permettait de continuer de former des neutrons, s'est terminée justement là-haut en fait. Et donc on va avoir, on peut déterminer la quantité de neutrons, la densité des neutrons dans l'univers à ce moment-là, grâce à cette expression. C'est la densité des neutrons au moment du découplage, avec l'exponentielle dans laquelle le temps de vie du neutron intervient. Autre phénomène intéressant et important, on a à ce stade-là une formation de deutérium par la capture d'un neutron sur un proton avec émission d'un photon, ça nous donne du deutérium, mais la température dans l'univers est encore tellement chaude que la réaction inverse intervient pratiquement immédiatement, et donc du deutérium est formé, mais il est instantanément détruit, de nouveau dans ses composantes essentielles, le proton et le neutron, et donc on appelle ça le goulet du deutérium, c'est-à-dire que tant que le deutérium ne peut pas être stable, il n'y a aucune nucléosynthèse possible. Il faut attendre que le deutérium devienne stable, donc que la réaction inverse ne soit plus possible, pour que du deutérium puisse subsister et la nucléosynthèse commencer. On remarque que quand l'univers ne fait plus que 3 milliards de degrés, on a une production massive de photons. Pourquoi une production massive à ce moment-là précis? C'est qu'on n'a plus la possibilité de transformer une paire de photons en paire d'électrons-positrons. On n'a plus l'énergie suffisante, les photons n'ont plus l'énergie suffisante pour fabriquer une paire d'électrons-positrons. En revanche, la désintégration d'électrons et de positrons est encore parfaitement possible, et donc vous avez toute une série de désintégrations qui intervient à ce moment-là, et une production massive de photons. Donc tout ça, c'était avant les 3 minutes fatidiques du début de la nucléosynthèse, donc si on parle en termes de temps.
Au-delà, on va enfin franchir le cap où le deutérium n'est plus dissocié. Quand l'univers, la température chute aux environs de 1 milliard de degrés, le deutérium devient stable, il ne peut plus être détruit. Et donc, on peut fabriquer du deutérium à ce stade-là. Et du coup, la nucléosynthèse peut s'amorcer en se basant sur le deutérium. Donc, on a une production de tritium par la capture d'un neutron sur le deutérium ou par la fusion de deux deutériums. On a aussi une production d'hélium 3 par une capture de protons, cette fois sur le deutérium, ou toujours par une fusion de deutérium mais avec une émission de neutrons. Et donc on avance un petit peu dans les éléments chimiques. On va avoir une production d'hélium 4 aussi ensuite. Une fois qu'on a de l'hélium 3, on peut fabriquer de l'hélium 4 par capture de protons, par capture de deutérium, sur du tritium, pardon, par capture de neutrons sur de l'hélium 3 ou de deutérium sur de l'hélium 3, ou bien par fusion d'hélium 3. Tout ça va vous produire de l'hélium 4. Ces trois réactions sont possibles. Et puis, on arrive aussi, à partir de tritium et d'hélium 3, qui vont capturer cette fois un noyau d'hélium, une particule alpha, c'est un noyau d'hélium, et vous allez avoir la production de lithium 7 et de beryllium 7. En fait, on peut modéliser de nouveau cette nucléosynthèse cosmologique. Et donc ici, vous avez un petit exemple d'une telle modélisation. Vous avez en bas une échelle en température, mais c'est une échelle temporelle de nouveau, c'est la température de l'univers à ce moment-là, et donc il fait plus chaud ici que là, c'est une espèce d'échelle temporelle. Et puis vous avez la fraction de masse des différentes espèces chimiques, et vous voyez justement le tritium et l'hélium 3 qui vont augmenter, le deutérium qui va augmenter, le moment où la formation d'hélium 4 devient possible, et le moment où la formation de lithium et de beryllium peuvent se faire. Donc vous voyez comme ça les abondances des éléments apparaître en fonction du temps, en fonction de la température régnant dans le milieu et de l'efficacité des réactions nucléaires à cette température. Donc en fait on peut prédire quelque part quelles seront les abondances de ces différents éléments. Puisque vous pouvez modéliser la façon dont ils sont formés, vous pouvez dire, ben voilà, et à partir du moment où les choses s'arrêtent, eh bien, on va avoir tant d'hélium 3, tant d'hélium 4, tant d'hélium 3, tant de lithium, tant de beryllium. Donc c'est ce qu'on fait. Et en fonction du rapport entre la masse, en fait, en fonction d'un paramètre cosmologique qui est la fraction de baryons dans l'univers, on peut prédire l'abondance du deutérium, de l'hélium 3, de l'hélium 4 primordial, qu'on appelle Y en astronomie, Y c'est l'hélium, et puis du lithium 7. Et donc on peut avoir des chiffres qui sont issus de ces prévisions, de ces prédictions de nucléosynthèse cosmologique. Ces chiffres sont représentés par ces barres, ces lignes vertes, en fait, ici pour l'hélium 4 et ici pour le deutérium primordial. Et donc, en fonction de la quantité de baryons dans l'univers, vous allez avoir une quantité différente de deutérium et d'hélium 4, par exemple. Donc, on peut prédire ces valeurs. Et ensuite, des expériences comme WMAP d'abord et maintenant le satellite Planck permettent de définir quelle est la valeur de ce petit oméga B, donc la fraction de baryons dans l'univers, et permet de dire, ben voilà, la zone qui nous intéresse, qui devrait être celle qu'on observe, c'est cette zone qui croise la bande rouge. Et en fait, on peut essayer d'observer les valeurs les plus proches des valeurs primordiales, c'est-à-dire que si vous allez observer dans des galaxies où la formation stellaire a été extrêmement réduite, quasiment pas de formation stellaire dans des nuages de gaz extrêmement primitifs, il y en a qu'on peut observer dans l'univers. Et si vous allez faire ces observations extrêmement profondes, eh bien, vous allez pouvoir essayer d'observer des valeurs qui sont proches de ces valeurs primitives. Et vous avez des valeurs qui sont quand même assez satisfaisantes. Pour le deutérium, on voit qu'on n'est vraiment pas très loin de ce qu'on a prédit entre les valeurs observées et les valeurs prédites, sachant qu'évidemment, on n'observe pas au moment de cette formation, ce n'est pas réellement du deutérium primordial qui est observé ici, c'est du deutérium qui a déjà sans doute subi quand même quelques modifications. L'hélium 3 aussi est très satisfaisant. L'hélium 4 aussi,
c'est une très très bonne prédiction par rapport aux observations. Le lithium 7, lui, il a un problème. Il est observé avec un facteur à peu près 3 plus faible que ce qui est prédit. Le lithium 7 a une histoire très compliquée dans les étoiles, donc c'est très difficile de pouvoir vraiment s'assurer que ce qu'on observe, c'est du lithium, une valeur primordiale du lithium. Et en fait, l'adéquation, du coup, on n'est pas très content de notre production de lithium, mais on le met un peu entre parenthèses parce que c'est un élément qui a des histoires très particulières. Et en fait, si on regarde donc ces 3 éléments les plus légers, on est quand même très satisfait de nos prédictions. Et ça fait partie de ce qu'on appelle un des 3 piliers du Big Bang. Un des piliers du Big Bang, c'est l'émission du rayonnement cosmologique, du rayonnement fossile. Le deuxième pilier, c'est l'expansion des galaxies qui est observée. Et le troisième pilier, c'est justement ces prédictions d'abondance d'éléments primordiaux. À ce stade, il nous manque en fait des éléments stables avec un nombre de masse de 5 ou de 8 pour pouvoir progresser de manière satisfaisante plus loin dans les éléments chimiques. Il n'y a rien de vraiment stable avec un nombre atomique de 5. On voit des temps de vie extrêmement courtes pour l'hélium 5 et le lithium 5. Avec le nombre de masse 8, on a quand même le lithium 8 et le beryllium et le bore 8 qui ont des temps de vie de quelques dixièmes de seconde. Donc voilà, c'est court, mais ce n'est pas si court que ça en vue de ce qui peut se passer parfois pour la nucléosynthèse. Mais en plus de son refroidissement, le problème c'est que pendant ce temps, donc, l'univers a refroidi et il s'est dilué. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de fusionner les éléments ou de les faire se rencontrer. Et la nucléosynthèse primordiale va s'arrêter, en fait, sans avoir encore produit d'éléments avec un nombre de masse plus grand que 12, plus grand ou égal à 12. Et de nouveau, comme je vous disais, donc si l'histoire s'était arrêtée là, on n'aurait que de l'hydrogène, de l'hélium, un petit peu de lithium, un petit peu de beryllium dans l'univers, puisque avec la nucléosynthèse cosmologique, on n'arrive pas à avancer plus loin que ça. On peut faire une petite conclusion, c'est que quand on part de rien du tout et qu'on n'a qu'un quart d'heure à disposition, eh ben on ne fait pas grand-chose. Même quand on est l'univers, avec toute l'énergie de l'univers à disposition, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, la suite du feuilleton, ça va se passer dans les étoiles. Sans les étoiles, nous ne serions pas là. Donc quand Hubert Reeves nous dit qu'on est des poussières d'étoiles, je vous montrerai que ce n'est pas tellement des poussières d'étoiles, on est plutôt des cendres d'étoiles, mais l'idée est là, c'est-à-dire que sans les étoiles, vous et moi ne serions pas là pour discuter. On peut décrire la vie des étoiles de manière schématique avec quelques étapes. Donc vous avez une première étape qui consiste à l'effondrement d'un nuage de gaz quelque part dans l'univers. Ce nuage se contracte tant et si bien que des réactions nucléaires commencent à s'allumer dans le cœur de l'étoile. Durant sa vie, l'étoile va peut-être perdre de la masse, elle va éjecter dynamiquement de la masse et des espèces chimiques. À la fin de sa vie, elle va exploser peut-être. Et cette explosion va pouvoir permettre la formation stellaire induite, c'est-à-dire que l'onde de choc générée par l'explosion d'une supernova va se propager et va déstabiliser un nuage environnant et va relancer le processus, donc ça boucle, pouf, ça peut revenir comme ça au début. Donc on a un nuage moléculaire dont Robert Pascal nous a raconté toutes les intéressantes molécules qu'il peut y avoir dedans. Alors au tout début de l'univers, il n'y a que du LIH à peu près, des choses vraiment très simples, du LID au mieux. Mais néanmoins, c'est quand même un nuage de gaz. Il va se contracter, former des étoiles. Dans ce processus-là, on verra que selon certaines conditions, il peut se former des planètes, des systèmes planétaires, avec au bout ce qui nous intéresse, la vie. L'étoile elle-même va évoluer,
elle va pouvoir devenir une supergéante rouge, une géante rouge ou supergéante rouge. Certaines vont devenir des étoiles de Wolf-Rayet. Toujours est-il que ce sont des étoiles qui vont perdre beaucoup de masse et qui vont avoir parfois justement des réactions nucléaires dans leur surface, dans leur couche extérieure. Tout ce gaz éjecté pendant leur vie peut venir enrichir déjà partiellement le milieu interstellaire. Et puis, les étoiles les plus petites vont se transformer en une naine blanche entourée de sa nébuleuse planétaire. Elles vont mourir dans une espèce d'explosion au ralenti extrêmement douce. Elles vont simplement perdre leur couche extérieure et leur petit cœur va dégénérer en naine blanche et se refroidir lentement. Et donc toute cette matière qu'elles éjectent très en douceur va aussi pouvoir enrichir le milieu interstellaire. Si l'étoile est beaucoup plus massive, elle va exploser en supernova. Donc là, elle va éjecter vraiment très violemment ses couches extérieures, avec en plus une injection d'énergie cinétique dans le milieu. Dans les deux sens, il y aura un petit cœur inerte qui va être en fait non recyclable quelque part, qui va juste agrandir le cimetière des étoiles, où on va retrouver justement les naines blanches, les étoiles à neutrons, les trous noirs, qui ne peuvent plus être recyclés. Et en revanche, une partie toute la masse qui a explosé va pouvoir rejoindre le milieu interstellaire, enrichir le milieu interstellaire et bouleverser un petit peu le nuage environnant pour refaire une formation stellaire. On peut décrire les étoiles avec des modélisations, avec des équations en fait, qui vont décrire la façon dont elles se comportent. Et si vous posez les quatre équations de structure interne que je vais vous montrer, vous pouvez décrire une étoile à l'équilibre de manière relativement précise. Vous avez deux équations de structure fondamentale qui sont la conservation de la masse et l'équilibre hydrostatique. L'équilibre hydrostatique, il dit simplement qu'effectivement, vous avez un équilibre entre la pression et puis l'effet de la gravité, qui est en Gm sur R carré. Et donc, vous avez cet équilibre entre pression et gravité, qui est ce que je vous avais décrit en quelques mots au tout début, et donc qui permet comme ça l'équilibre de l'étoile pendant sa vie calme. Et puis pour la décrire, vous avez besoin quand même encore de deux autres équations. La conservation de l'énergie, en fait, toujours, en physique, il faut toujours une équation de conservation d'énergie qui montre la variation de sa luminosité à travers ses couches en fonction de la génération d'énergie. Et puis le transfert radiatif, c'est-à-dire qu'évidemment vous avez de l'énergie qui est produite dans le cœur de l'étoile. Comment est-ce que cette énergie va être transportée à travers les couches de l'étoile? Et donc là, de nouveau, vous avez une description qui peut se faire avec une simple équation, simple, relativement simple. Et donc, avec ces quatre équations-là, vous avez déjà de quoi décrire votre étoile. Il vous faut encore quelques petites données, typiquement une équation d'état. Une équation d'état, ça va vous expliquer comment la densité de l'étoile se comporte avec une variation de pression et de température. Donc c'est une expression extrêmement générale. L'expression que je vous donne là, c'est une expression très générale qui vous dit simplement qu'en gros, la densité ρ va être proportionnelle à la pression à un facteur alpha, à une puissance alpha, et à la température à une puissance delta, inversement proportionnelle à la température à une puissance delta. Là, vous n'avez rien dit de la physique, c'est juste une définition complètement bête et méchante en fait d'une équation d'état. Toute la physique que vous allez y mettre, c'est-à-dire quel type de gaz vous allez parler, va se cacher dans la valeur de cet alpha et de ce delta en fait. Et puis vous avez besoin de tables pour pouvoir vraiment finalement exprimer les choses. Vous voyez que donc, dans ces deux équations-là, vous avez un terme d'énergie qui apparaît. Donc on a besoin par exemple, de tables de réaction nucléaire pour savoir comment cette énergie va se comporter. Et puis, pour le transfert radiatif, vous voyez qu'il y a un petit kappa ici qui exprime l'opacité du milieu. Et donc, vous avez besoin aussi de tables d'opacité qui vont vous dire, en fonction de la composition chimique de votre étoile, quelle va être à telle température et densité donnée, l'opacité du milieu. Comment la radiation va pouvoir traverser ce milieu.
Avec tout ça, eh bien, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut pour modéliser une étoile. À l'époque, ça se faisait à la main, péniblement, pendant des jours et des jours. Ensuite, les ordinateurs sont arrivés. On a pu mettre tout ça dans des programmes informatiques qui peuvent, du coup, créer des fausses étoiles et nous permettre de comprendre comment elles fonctionnent. Pourquoi c'est important ? C'est que quand on observe les étoiles, on n'a strictement accès qu'à leur surface. Alors c'est très joli, le soir, admirer les étoiles, c'est super joli. On se régale, mais ça ne nous dit absolument rien sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est intéressant, ça nous donne des indications sur certaines choses. Par exemple, on peut quand même avoir accès à certaines données intéressantes. Quand vous représentez l'ensemble des étoiles observables autour de nous, alors avec des moyens relativement limités, hein, c'est qu'une petite partie. Maintenant que Gaïa, le satellite Gaïa est parti, il y aura bientôt 1 milliard d'étoiles sur ce schéma, on n'y verra plus rien. Mais vous voyez que, en gros, les étoiles ne se répartissent pas n'importe où dans ce schéma qui représente la température en fonction de la luminosité. Si vous regardez quelle est la température de votre étoile et sa luminosité, qui sont en gros tout ce que vous pouvez observer d'une étoile, eh bien, vous la mettez dans un diagramme comme ça, et puis vous allez voir qu'elles ne se répartissent pas n'importe comment. Il y a des zones peuplées et il y a des zones pratiquement vides. Je vous laisse repérer le soleil. Là. On repère cette grande bande qui traverse la diagonale de ce diagramme et qu'on appelle la séquence principale parce que c'est vraiment là que vous allez observer le plus d'étoiles. Vous allez vous rendre compte qu'en fait les étoiles les plus massives sont là-haut et les étoiles les moins massives sont là en bas. On peut en fait schématiser ça en proposant cette relation entre la masse et la luminosité d'une étoile. Quand elle est sur la séquence principale, on voit que sa luminosité, c'est à peu près comme sa masse au cube. Des modèles stellaires qui essayent justement de représenter des étoiles de manière artificielle vont donner justement la séquence principale comme ça ici. Et on voit que plus l'étoile est massive, plus elle va être lumineuse. Et ça confirme cette observation visuelle des étoiles du ciel. Et en fait, jusqu'à présent, donc, on a juste exprimé le lien entre la luminosité et la masse. On n'a rien dit sur la source de la luminosité. Ça a été un grand débat dans l'histoire de la physique stellaire, parce que on ne savait pas. Déjà, on ne savait pas si le Soleil était solide ou liquide. Il y a eu pendant très très longtemps, on n'avait pas les moyens de savoir ce que c'était comme genre de matière. Et il a été évoqué que ça pourrait être une boule de charbon incandescent. Ça a été évoqué que c'était peut-être l'énergie chimique qui le maintenait, qui lui donnait sa luminosité. Il y a eu toutes sortes d'explications comme ça qui venaient du contexte historique de l'époque où cette question s'est posée. La révolution industrielle, évidemment, ils se sont dit que ça doit être le charbon. Malheureusement, si on calcule avec le charbon, ça nous donne un temps de vie qui n'est que de 4000 ans à peu près, donc même pour la Bible, ce n'était pas assez. Et donc très vite, on s'est rendu compte que le Soleil ne pouvait pas être fait de charbon, c'était forcément autre chose. Et en fait, on a compris que la luminosité vient de la contraction gravitationnelle de l'étoile, que c'est ça la source de sa luminosité. C'est parce que l'étoile se contracte progressivement, que ça échauffe le gaz et que la luminosité du rayonnement est émise. En revanche, si vous ne gardez que la gravitation comme source d'énergie, si vraiment vous laissez juste votre étoile se contracter lentement et voilà, c'est tout, eh bien vous avez une trentaine de millions d'années à votre disposition. Pour les physiciens de l'époque, ça semblait tout à fait satisfaisant, mais Darwin était déjà passé par là, et lui, il avait besoin d'un bon milliard d'années pour sa biodiversité pour expliquer la biodiversité actuelle. Et donc, très vite, il y a eu un débat, en fait, pour dire, mais non, c'est pas possible, ce mécanisme est peut-être intéressant, mais ça donne un temps de vie beaucoup trop court. On n'arrive pas à expliquer certains phénomènes d'érosion sur Terre et la biodiversité avec une durée de vie de 30 millions d'années. Donc, il faut évoquer une autre source d'énergie.
Et en fait, on peut simplement modéliser, enfin, exprimer la durée de vie d'une étoile. C'est simplement l'énergie, la source d'énergie divisée par la luminosité. La luminosité, c'est une énergie par unité de temps. Donc vous avez bien un temps ici. Et ensuite, tout dépend. La luminosité, on a vu que c'est la masse au cube. Et ensuite, tout dépend de ce que vous mettez ici comme source d'énergie pour expliquer la durée de vie de votre étoile. On sait maintenant que c'est les réactions nucléaires, donc en utilisant, enfin même pas en fait, même avant de se dire quoi que ce soit comme hypothèse sur cette source, en prenant simplement l'équation d'Einstein qui relie l'énergie avec le contenu en masse, on peut en fait voir que le temps de vie d'une étoile va dépendre comme sa masse, comme l'inverse du carré de sa masse. Et donc en fait, ça exprime simplement qu'une étoile, plus elle est petite, plus elle va vivre longtemps, plus elle est massive, plus elle va vivre une vie brève. Ce qui nous intéresse réellement pour la fabrication des éléments chimiques, c'est ce qui se passe dans le cœur de l'étoile. Ça, on n'y a absolument pas accès par l'observation, on est obligé de passer par les modélisations et par la compréhension de l'état de la matière dans ce grand diagramme température en fonction de la densité. C'est un diagramme en log ici. Et selon dans quelle région l'étoile va se trouver, eh bien, certaines réactions seront possibles ou pas, ou vont avoir des effets différents. Typiquement, vous avez une zone grisée ici, qui est la zone du gaz parfait, où on sait très bien comment se comporte le gaz en fait, quand on lui fait subir une augmentation de pression ou de température. Vous avez une zone où c'est la radiation qui domine. Si le gaz est très peu dense mais devient très chaud, c'est vraiment la radiation qui va dominer. Et en revanche, s'il est moins chaud et de plus en plus dense, vous allez arriver dans une zone où le gaz est dit dégénéré. Dégénéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus la pression cinétique des molécules de gaz qui va soutenir la gravitation de l'étoile, c'est en fait la pression de dégénérescence, c'est-à-dire le principe d'exclusion de Pauli, qui fait que vous ne pouvez pas avoir deux électrons ou deux protons ou deux particules comme ça, primitives, primordiales, au même niveau d'énergie. Et donc, vous allez être obligé d'avoir des énergies supérieures, même si vous n'avez pas la température nécessaire pour avoir ces énergies supérieures. Et donc, ce qu'on appelle le gaz dégénéré, non relativiste puis relativiste, c'est justement que ce qui soutient, la pression qui soutient l'étoile, ça n'est plus la pression du gaz parfait, une relation entre la densité avec la température, la pression et le volume. C'est vraiment la pression de dégénérescence des électrons qui vont forcer l'étoile à avoir une certaine pression et donc à lutter contre sa gravitation. De nouveau, on peut utiliser des modélisations, voir comment les étoiles se comportent dans ce diagramme température-densité en fonction de leur masse. Et puis, on peut déterminer les zones où se passent certaines réactions nucléaires. Vous avez ici la fusion de l'hydrogène, ici la fusion de l'hélium, plus haut la fusion du carbone, qui ne va concerner plus que les étoiles les plus massives. Et vous voyez cette fameuse ligne, cette énorme droite ici, qui tranche dans ce diagramme, qui est la ligne entre le gaz parfait et le gaz dégénéré. Selon à quel stade de sa vie l'étoile va franchir cette frontière entre gaz parfait et gaz dégénéré, son évolution va s'arrêter en fait. Et donc vous voyez que les petites étoiles vont franchir cette frontière de manière beaucoup plus tôt dans leur évolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évolution d'une étoile dans ce diagramme, vous voyez qu'en gros, elles sont toutes selon des droites. Ces droites sont d'une pente à peu près 1/3 dans ce diagramme, alors que la ligne de dégénérescence est une pente de 2/3. Et donc fatalement, à un moment donné, l'étoile va franchir cette pente. Les petites étoiles vont la franchir en premier, les grandes étoiles vont pouvoir continuer beaucoup plus loin leur évolution. Vous voyez ici, on suit cette fois une étoile de 25 fois la masse du Soleil, depuis le début de sa phase de brûlage de l'hydrogène. Donc elle va brûler son hydrogène pendant ce petit bout bleu là,
il faut bien se rendre compte que ce tout petit bout bleu-là dans ce diagramme, c'est quand même 90% de la vie de cette étoile. Donc c'est vraiment la phase la plus longue dans laquelle elle va se trouver. Ensuite, vous avez une phase où l'hydrogène va être épuisé dans le cœur de l'étoile, et donc vous n'avez plus de soutien contre la gravitation. Vous n'avez plus de source d'énergie parce que l'hydrogène est épuisé, et la gravitation va gagner pendant un petit moment. Donc vous allez avoir une contraction très rapide, qui est la phase noire, ici, qui va, justement, le cœur va se contracter très fortement, donc sa température va augmenter très fortement. À partir du moment où elle atteint un certain degré de température, cette température va être suffisante pour que l'hélium puisse fusionner. Donc l'hélium a été formé pendant la fusion de l'hydrogène. Donc, au fur et à mesure que vous grimpiez le long de cette ligne bleue ici, vous fabriquiez un cœur d'hélium. Là, vous contractez très fort et vous atteignez une zone où l'hélium peut brûler. Donc, vous avez ensuite la phase grise qui correspond à la fusion de l'hélium, et où ce sont donc ces réactions nucléaires-là qui vont pouvoir soutenir l'étoile. Une fois que l'hélium est complètement épuisé, vous avez de nouveau une phase où il n'y a plus rien pour soutenir la gravitation, donc le cœur va s'effondrer, va se contracter très fort, à nouveau ça va s'échauffer, donc pouf, ça va de nouveau grimper dans ce diagramme très fortement, très rapidement surtout, jusqu'au moment où vous allez atteindre une température où le carbone va pouvoir brûler, et donc vous allez avoir un petit sursis pour l'étoile qui va lui permettre de brûler son carbone. Elle va enchaîner ensuite les phases de fusion plus avancées, le néon, l'oxygène et le silicium. Une chose intéressante, c'est que vous voyez que pour une étoile de 25 fois la masse du Soleil, la fusion de l'hydrogène a duré 6 millions d'années, un peu plus que 6 millions d'années. La fusion de l'hélium a duré 600 000 ans, donc un dixième de ça. La fusion du carbone, c'est plus que 500 ans, donc c'est encore moins. Le néon, c'est une soixantaine de jours. L'oxygène donne un petit peu plus de temps, à peu près 150 jours, c'est pas non plus énorme. Et puis le silicium, c'est 3 jours. Ça veut dire que l'évolution des étoiles, on a l'impression qu'elles évoluent très lentement parce que celles qu'on voit sont majoritairement dans cette longue phase très lente. Mais l'évolution des étoiles très massives peut vraiment s'accélérer en fin d'évolution de manière drastique, et il y a une phase entière de l'évolution de l'étoile va se passer en 3 jours. Autant dire que quand on modélise ça, autant ici on modélise en étant beaucoup plus rapide que le temps réel, on arrive à faire défiler les millions d'années de manière très rapide. Ici, on calcule une étoile bien plus lentement que son évolution réelle. On va mettre à peu près 3 semaines à lui faire passer ces quelques jours. Là, on va mettre 3 semaines pour lui faire brûler son silicium, alors qu'elle-même le fait en 3 jours. Donc on peut définir un espèce de tableau où, en fonction de la masse initiale de l'étoile, vous allez pouvoir savoir quel va être son sort et comment est-ce qu'elle va terminer sa vie. Vous avez ici une échelle qui vous montre justement la masse initiale de l'étoile, de 0,08 fois la masse du Soleil jusqu'à les plus massives, au-delà de 15 masses solaires. Et vous pouvez voir ici quelles seront les phases de fusion nucléaire auxquelles elles auront accès à cause de leur masse, avant de franchir cette ligne de dégénérescence, et puis quel genre de petits cadavres elles vont laisser derrière elles à la fin de la vie de l'étoile. Et donc vous voyez qu'il y a certaines étapes en masse, par exemple à 0,47 masse à peu près, eh bien, l'étoile va pouvoir allumer son hélium, alors qu'en dessous, elle va juste brûler l'hydrogène et ne pas pouvoir évoluer plus loin. Vers 8-10 masses, vous avez la possibilité de brûler le carbone, et non pas juste d'en rester à l'hélium. Vers 10-11 masses, vous avez une masse suffisante pour que le cadavre de votre étoile soit une étoile à neutrons. Et puis vers 12-15 masses, vous avez donc la zone, déjà ici vous avez une zone où vous allez avoir où l'étoile va terminer en faisant une explosion de supernova. Et vers 12-15 masses, elle va aussi exploser en supernova
et en laissant soit une étoile à neutrons, soit un trou noir derrière elle, selon la masse finale. Et donc on peut justement, simplement en connaissant la masse initiale de l'étoile, déterminer quel sera son sort à la fin de sa vie. Ici vous avez un petit tableau qui résume donc les temps de vie, comme je vous avais dit, plus une étoile est petite, plus elle va vivre longtemps. Vous avez la comparaison entre des temps de vie d'une étoile à peu près de la masse du Soleil, et puis une étoile 15 fois plus massive. Et vous voyez qu'une étoile comme le Soleil va prendre à peu près 10 milliards d'années pour fusionner son hydrogène. On est en plein dedans maintenant, à 5,40 et quelques milliards d'années. On est vraiment au milieu de la fusion de l'hydrogène. Si elle faisait 15 fois, si sa masse était 15 fois plus grande, eh bien, elle durerait 1000 fois moins longtemps, donc seulement 10 millions d'années. 10 millions d'années, si vous avez un esprit un petit peu biologiste comme ça, vous vous rendez vite compte que ça n'est de loin pas suffisant pour pouvoir amorcer quoi que ce soit d'intéressant sur une éventuelle planète autour de cette étoile. Donc forcément, si on veut parler d'éventuelles planètes avec d'éventuelles vies dessus, eh bien, on va devoir s'intéresser à des planètes qui sont autour d'étoiles petites, simplement pour des questions de temps. La fusion de l'hélium, c'est un dixième de ça pour les deux étoiles, donc que l'étoile soit très massive ou très petite. On a toujours ce rapport, à peu près 90% de la vie des étoiles dans la fusion de l'hydrogène et seulement 10% dans la fusion de l'hélium, toutes les phases ultérieures étant beaucoup plus rapides que ça, des fractions de pouillèmes de la vie sur la séquence principale, qui est donc l'hydrogène. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand l'étoile fusionne l'hydrogène, on n'avance pas du tout côté nucléosynthèse. Elle ne fait que répéter ce qui s'est passé pendant le Big Bang, ou juste après, enfin pendant la nucléosynthèse primordiale, elle ne fait que fabriquer de l'hélium à partir de l'hydrogène. C'est vraiment que dans les phases plus avancées qu'on va grimper un petit peu dans la complexité des éléments chimiques formés et que ça va devenir intéressant. La fusion de l'hydrogène dans une étoile va se faire selon différentes étapes de nouveau. On appelle ça les chaînes PP pour proton-proton. Donc vous avez une première étape avec la fusion de deux protons qui donne un deutérium, parce qu'un de ces protons va se transformer en neutron dans l'action en fait. Et la transformation d'un proton en neutron va éjecter un positron et un neutrino. À partir de ce deutérium peut capturer un deuxième proton et vous avez donc un noyau d'hélium 3 qui va être formé. Ça, c'est la toute première étape. Et ensuite, selon ce que vous allez faire avec cet hélium 3, vous allez obtenir des éléments chimiques différents. Vous avez une première branche, qui est la branche la plus abondante, où vous allez simplement fusionner ces deux noyaux d'hélium 3 et former un noyau d'hélium 4 avec l'émission de deux protons qui vont pouvoir recommencer le cycle. En fait, vous avez utilisé 6 protons, mais 2 ont été utilisés sous forme de catalyseur. En fait. Et puis vous avez une deuxième branche, les branches PP2 et PP3, où vous allez fusionner l'hélium 3 avec un des hélium 4 produits par la chaîne PP1 pour former du beryllium 7. Et puis, selon que vous allez dans la branche PP2 ou PP3, ça dépend de ce que vous allez faire avec votre beryllium 7. Si vous le fusionnez simplement, s'il capture un électron, il va former du lithium 7. Et ce lithium 7 va pouvoir fusionner avec un proton pour former deux noyaux d'hélium 4. Et puis, dans la branche PP3, vous avez donc toujours ce noyau de beryllium 7 qui va fusionner cette fois avec un proton pour former du bore 8. Ce bore 8 est instable, il va se désintégrer en beryllium 8 et ce beryllium 8 va est lui-même instable et va lui-même se désintégrer en deux noyaux d'hélium. Donc là, vous avez un petit résumé de ces réactions. Donc ça, c'est une des réactions de base pour fabriquer de l'hydrogène à partir uniquement de l'hydrogène, pour fabriquer de l'hélium quand vous n'avez que de l'hydrogène à disposition pour la fusion de départ.
ce mécanisme-là va être dominant dans les petites étoiles, les étoiles qui font que jusqu'à 1,3 fois la masse du Soleil. Il est très peu sensible en température, c'est-à-dire que si l'étoile chauffe plus, il va y avoir une augmentation des réactions nucléaires, mais pas phénoménale, c'est seulement un facteur, une puissance 4. Et donc, c'est relativement peu sensible en température, ça ne va pas pouvoir réguler des gros sauts de température. Vous avez ici un petit résumé de l'énergie produite par nucléon pour un cycle de ces réactions, PP1, PP2 ou PP3. Donc c'est assez conséquent au niveau de l'énergie produite. Et puis, comme c'est très peu sensible en température, vous allez avoir, si l'étoile fonctionne sur le mode de la chaîne PP, vous allez avoir une structure de votre étoile qui va avoir un cœur radiatif et une enveloppe convective parce qu'elle va être relativement froide. Donc, dans le cœur, la radiation peut simplement s'évacuer comme ça de manière radiative, alors que dans la surface extérieure, l'opacité est plus grande et donc on a besoin de mouvements convectifs pour transporter la chaleur. Une autre façon de brûler l'hydrogène, mais pour ça vous avez besoin déjà de carbone et d'azote et d'oxygène comme catalyseur, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le cycle CNO. Donc en fait, vous allez avoir capture de protons sur un noyau de carbone 12. Carbone 12 et un proton qui va donner de l'azote 13, qui lui va se faire une désintégration bêta en carbone 13, qui va capturer un proton, qui va faire de l'azote 14, je pense. Non. Oui. Qui va capturer un autre proton pour faire de l'oxygène 15. Désintégration bêta, on retourne à de l'azote 15. Il va capturer un proton avec l'émission d'un noyau d'hélium et ça va vous redonner un carbone 12. Donc à l'arrivée, vous avez juste utilisé vos atomes de carbone, azote et oxygène, mais vous avez bien une production d'hélium 4 ici. Cette façon de brûler l'hydrogène, il est dominant quand vous avez des températures qui sont plus grandes que 18 millions de degrés. Donc dans les étoiles plus massives que 1,3 masse solaire. Et il est très très sensible en température. Rappelez-vous, pour les chaînes PP, c'est du T puissance 4. Là, on a du T puissance 17. Donc justement, il va être capable de tamponner en quelque sorte les variations de température dans une étoile beaucoup plus massive qui peut avoir des sauts de température beaucoup plus importants. La structure de l'étoile va être très différente parce que vous avez une telle production d'énergie dans le cœur que cette fois, c'est le cœur qui va être convectif. Et en revanche, c'est l'enveloppe qui sera radiative parce que l'étoile sera beaucoup plus chaude et donc la radiation va pouvoir s'échapper librement dans un milieu beaucoup plus transparent. Vous avez ici l'énergie produite par un cycle de ce cycle catalytique du carbone, du CNO. Et ce qui est important de noter, c'est que vous avez de nouveau produit que de l'hélium à la fin et le produit carbone plus azote plus oxygène dans votre étoile n'a pas changé. En revanche, ce que vous allez changer, c'est les rapports des éléments, entre les éléments. Vous avez un goulet en fait sur la destruction du N14 qui est un peu plus stable que les autres éléments et donc vous allez avoir lentement une dérive en fait de ce CNO vers le N14. Donc vous allez détruire le C12, détruire l'oxygène 16 et fabriquer du N14. Mais la somme des éléments sera toujours pareille. Donc vous n'avez pas produit d'éléments nouveaux en fait. Comme on l'a vu, une fois que vous avez épuisé l'hydrogène dans le cœur de votre étoile, tout ce qui vous reste, c'est les cendres de cette fusion, c'est-à-dire l'hélium. Quand votre cœur s'est suffisamment contracté pour atteindre des températures suffisantes pour brûler l'hélium, eh bien, vous allez pouvoir fabriquer du carbone 12 par exemple. Et en fait, il a fallu attendre 1952 pour savoir comment ça se passait, comment est-ce qu'on produit du carbone.
c'est loin d'être trivial, puisque justement, comme on a vu, il manque un élément stable avec une masse atomique de 8. Mais en fait, justement, Salpeter a proposé que, effectivement, vous prenez seulement deux noyaux d'hélium, vous les fusionnez, ça vous fait du beryllium 8, qui n'est pas stable, mais il n'est pas stable, mais à quelques dixièmes de seconde. Il a quand même un temps de vie qui permet éventuellement qu'il réagisse avec un troisième hélium, et que si cette réaction intervient rapidement, eh bien, vous allez avoir la production d'un carbone dans un état excité qui va se désexciter avec l'émission d'un photon en carbone 12 stable. Et en 1954, un certain Hoyle a pu prédire en fait qu'il devait y avoir un niveau d'excitation du carbone à 7,7 MeV, qui est un niveau d'énergie dans l'atome du carbone, pour qu'on puisse expliquer l'abondance de carbone dans l'univers. C'est-à-dire qu'il fallait que cette réaction, que ce niveau excité-là soit résonnant, et que vous ayez donc cette réaction qui soit favorisée dans le milieu de l'étoile, pour que suffisamment de carbone puisse être produit pour qu'on puisse expliquer les abondances observées maintenant. Cette réaction est extrêmement sensible en température. Vous vous rappelez, T4, T puissance 4 pour les pp, T17 pour le CNO. Ici, on a du T25, T à la puissance 25. Donc, ça veut dire que votre étoile, vos réactions nucléaires vont être très, très, très réactives en fonction de la température que vous obtenez. En revanche, l'énergie produite est beaucoup plus faible. Et là, vous voyez quelque chose qui vous explique un petit peu pourquoi ces temps de vie dans les différentes phases de fusion sont à ce point différentes. On avait de l'ordre de 25 MeV pour la fusion de l'hydrogène. Donc, vous avez fusionné vous avez prélevé 4 particules, 4 protons, pour fabriquer un noyau d'hélium. Et avec ça, vous avez eu 25 MeV d'énergie. Là, donc, vous avez diminué par 4 votre nombre de particules dans le cœur de votre étoile. Et en plus, donc vous avez moins de combustible, moins de particules à disposition pour faire ces réactions nucléaires suivantes. Et en plus, elle vous donne presque 4 fois moins, ou en tout cas 3 fois moins d'énergie que la réaction précédente. Donc, votre soutien à l'étoile va être beaucoup plus faible et va durer beaucoup moins longtemps. Donc c'est une des explications par laquelle on comprend pourquoi l'évolution s'accélère comme ça, phase de fusion après phase de fusion. Durant la fusion de l'hélium, il fait suffisamment chaud pour que vous ayez d'autres réactions qui aient lieu. Il n'y a pas seulement la 3-alpha qui va vous fabriquer votre carbone, mais le carbone fabriqué va pouvoir ensuite réagir avec d'autres noyaux alpha qui traînent dans le coin et fabriquer de l'oxygène 16, et cet oxygène 16, s'il fait suffisamment chaud, va pouvoir lui aussi capturer un alpha et fabriquer du néon 20. On a aussi une réaction qui est très intéressante pour la suite de l'histoire, qu'on verra plus tard, c'est la possibilité de capturer un alpha par un noyau de carbone 13 cette fois, et non pas 12 comme là-haut, et donc de fabriquer de l'oxygène 16 avec une émission de neutrons cette fois. Or, vous verrez que les captures de neutrons, enfin, je vous l'ai déjà mentionné, va nous permettre de compléter le tableau de Mendeleïev pour tous les éléments qui sont plus lourds que le fer, tous les éléments qu'on ne peut pas fabriquer dans le cœur des étoiles. Donc cette réaction-là est très importante. Et puis, vous avez aussi une autre source de neutrons possible. À partir de l'azote 14 qui capture un alpha, vous allez fabriquer du fluor 18 qui va se désintégrer en oxygène 18. Cet oxygène 18 peut capturer un alpha, fabriquer du néon 22. Et ce néon 22, à son tour, va pouvoir capturer un alpha. Et là, selon qu'il éjecte un photon, il va faire du magnésium 26. Ça, voilà, bon, ça nous produit du magnésium 26, on est content. Mais s'il rejette un neutron, ça nous fait une source de neutrons de plus. Et il va fabriquer du magnésium 25. Donc vous avez une deuxième source de neutrons à partir de cette chaîne de réaction qui part de l'azote 14 et qui arrive au magnésium.
La fusion de l'hélium marque la fin de l'évolution pour les étoiles qui font moins que 8 masses solaires. Elles auront beau se contracter à la fin de leur évolution, elles ne vont jamais atteindre les températures nécessaires pour fusionner le carbone. Et un autre phénomène intéressant se passe à ce moment-là de l'histoire de l'étoile, c'est que vous avez un découplage entre ce qui se passe dans le cœur et ce qui se passe dans l'enveloppe. Jusqu'à présent, vous pouviez suivre l'évolution de votre étoile dans ce diagramme température-luminosité de surface, en fait. Au fur et à mesure qu'elle brûlait son hydrogène, elle allait se promener comme ça dans ce diagramme. Quand elle traverse le diagramme HR, donc ce diagramme, elle va le traverser à la fin de l'hydrogène, et puis elle va grimper le long en luminosité pendant sa fusion de l'hélium. Vous pouviez vraiment la suivre sur ce diagramme externe, en fait, de ces caractéristiques de surface. Mais à la fin de l'hélium, qu'est-ce qui va se passer ? L'enveloppe, elle, va continuer d'évoluer selon un temps caractéristique des étoiles qu'on appelle le temps de Kelvin-Helmholtz, qui est en fait son temps de contraction gravitationnelle. Et donc, si vous mettez son temps de contraction gravitationnelle divisé par sa luminosité en photons, eh bien, vous obtenez à peu près 100 000 ans à 1 million d'années. Donc ça, c'est le temps caractéristique d'évolution de votre enveloppe. Tout ce qui va être plus rapide que ça, elle ne va simplement pas l'avoir, en fait. Et donc, elle va évoluer sur ce temps caractéristique-là. En revanche, le noyau, lui, il va évoluer donc, en admettant le temps le plus long possible, c'est-à-dire qu'on va compter le temps de la contraction plus le temps de brûlage du carbone. Donc, vous avez une expression de la contraction gravitationnelle et une expression de l'énergie à disposition pour fabriquer du carbone. Et tout ça, en fait, on va le diviser non plus par la luminosité des photons, mais par la luminosité des neutrinos. Pourquoi ? C'est que dans les réactions plus tardives de l'étoile, vous allez avoir une très forte production de neutrinos, bien plus forte que la production en photons. Or, qu'est-ce qui se passe ? Les photons, ils interagissent avec la matière. Donc c'est une énergie qui est à disposition pour chauffer l'étoile. Les neutrinos, eux, sont des particules un peu fantômes qui vont traverser les couches de l'étoile sans du tout interagir avec elle, ou quasiment pas. Et donc, ils vont être perdus. C'est une énergie qui est perdue pour l'étoile. Et donc, c'est en fait cette perte d'énergie-là qui est significative dans le temps d'évolution du noyau. Et vous voyez que ce temps d'évolution, le temps caractéristique d'évolution du noyau, ce n'est que 1000 ans. Donc, c'est à peu près 100 à 1000 fois plus rapide que ce qui se passe dans l'enveloppe. Donc le cœur va commencer à évoluer à son rythme très rapidement et l'enveloppe ne va rien voir de ce qui s'y passe. Et donc vous ne pourrez rien voir de ce qui se passe dedans. Et ça explique qu'on ait tellement de doutes par rapport à ce qui peut arriver à Bételgeuse, par exemple. On sait tous que Bételgeuse, c'est une magnifique supergéante rouge et on n'attend qu'une chose, c'est qu'elle explose en supernova. On sait qu'elle peut exploser dans 10 minutes ou bien dans quelques millions d'années, mais on ne peut pas être plus précis que ça. Parce que elle est dans une phase où on ne sait pas où elle est, en fait. On peut juste voir qu'en surface, elle s'est arrêtée à tel endroit, mais où elle en est réellement au niveau de son cœur, on ne sait pas. Et donc, voilà, on a l'impossibilité de pouvoir vraiment prédire à quelle phase sont les étoiles quand elles sont très avancées. C'est pour ça qu'en fait, une explosion de supernova, c'est toujours une surprise. On ne peut jamais se dire, bah, tiens, cette étoile, elle va exploser dans le mois qui vient, donc on la surveille de près. Non, on est toujours pris de court, en fait. Même avec les meilleurs modèles, on ne peut pas savoir. Combien de temps il me reste pour cette partie ? Avant la pause, une dizaine de minutes. D'accord. Donc, on avance dans les phases avancées, on a perdu les petites étoiles qui ont arrêté leur évolution déjà, et puis on va attaquer maintenant la fusion du carbone. Il faut pour ça une température de 500 à 800 millions de Kelvin dans le cœur, et vous avez en fait une réaction principale qui est la fusion de deux noyaux de carbone qui va donner du magnésium 24 excité, et ensuite selon ce qui va arriver à ce magnésium 24, vous allez produire du néon 20 s'il émet un noyau d'hélium, du sodium 23 s'il émet un proton, ou du magnésium 23 s'il émet un neutron. Vous voyez les branching ratios, comme on dit, donc le pourcentage de branchements, en fait, que vont donner ces trois filières possibles.
Donc on voit que l'émission d'un neutron est relativement peu probable, et en revanche, l'émission d'un alpha ou d'un proton est tout à fait probable, équiprobable. En même temps que vous allez avoir cette fusion du carbone, vous allez avoir des réactions de capture soit de protons, soit de noyaux alpha, sur tous ces éléments lourds qui sont présents dans le cœur de l'étoile à ce moment-là. Et donc vous allez avoir de la production de néon 20 et d'aluminium 27. Mais les principaux produits de cette phase de fusion, vraiment le bilan net quand vous voyez ce qui aura été produit pendant cette phase de fusion, c'est en gros du néon 20 et du magnésium 24 en proportion 3:1. Donc on produit beaucoup de néon 20 et un quart de magnésium 24. De nouveau, dans ces réactions-là, on a une énorme perte en neutrinos. Donc on a une énorme énergie perdue par l'étoile. Et donc, de nouveau, accélération très, très forte de l'évolution. Vous voyez que les énergies produites sont relativement petites, de nouveau comparées à l'énergie produite dans une réaction de l'hydrogène. Il y a même cette réaction-là, coûte même de l'énergie à l'étoile. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi peu probable. C'est qu'en fait, c'est un bilan négatif pour l'étoile. Elle doit fournir de l'énergie pour pouvoir émettre un neutron à partir de son magnésium 24. On pourrait penser que selon la suite des éléments dans le tableau de Mendeleïev, après le carbone, logiquement, ce serait l'oxygène qui devrait fusionner. Mais l'oxygène, c'est un élément, surtout l'oxygène 16, il est doublement nombre d'or, c'est-à-dire qu'il a un nombre d'or de protons et un nombre d'or de neutrons. Et donc, c'est un élément qui est particulièrement stable. Pour arriver à bousculer un oxygène 16, il faut vraiment y aller. Et donc, ce n'est pas cet élément-là qui va céder en premier quand l'étoile aura épuisé son carbone et va devoir chercher un nouveau combustible pour se soutenir. C'est en fait le néon qui va céder en premier. Le néon ne va pas fusionner, en fait, il va simplement se photodésintégrer, c'est-à-dire qu'il est sensible à l'énergie des photons qui sont présents quand il y a 1 milliard de degrés dans le cœur de l'étoile. Et donc, il va recevoir ce photon, émettre un noyau d'alpha et un oxygène 16 à l'arrivée. Donc, vous avez une production nette d'oxygène 16 à cause de la désintégration en fait, du néon. Ce n'est pas une réaction constructive comme les autres, où on fusionne et on fabrique du plus lourd. En fait, là, on casse du plus léger. Vous avez deux autres réactions, toujours avec des captures de noyaux d'hélium, en fait, des captures d'alpha, sur du néon 20 de nouveau, ou sur du magnésium 24. Et vous allez produire soit du magnésium 24, soit du silicium 28. Et donc à la fin de la photodésintégration du néon, vous allez avoir comme principaux produits beaucoup de l'oxygène et du magnésium, à peu près à part égale. Pour arriver à fusionner l'oxygène, il vous faut atteindre 2 milliards de degrés. Là, votre oxygène va enfin céder et il va enfin accepter de fusionner avec lui-même et produire du soufre 32 dans un état excité. Et ensuite, de nouveau, vous avez toutes sortes de probabilités que soit il émette un proton, soit un alpha, soit un neutron, soit un deutérium, et que du coup, vous produisiez soit du phosphore, soit du silicium, soit du soufre, avec des isotopes différents. Vous voyez qu'il y a de nouveau une réaction dite endothermique, c'est-à-dire une réaction qui va coûter de l'énergie à l'étoile, mais qui n'est pas complètement improbable. Il y a quand même 5% de chances que votre soufre 32 émette un deutérium et du coup fabrique du phosphore 30. Néanmoins, les principaux produits sont le silicium 28. Et puis évidemment, là je n'ai pas noté, mais il y a d'autres chaînes de réactions qui vont avoir lieu, d'équilibrage entre les différents éléments. Et donc vous allez avoir comme produit du silicium 28 et du soufre 32. Finalement, on arrive à la fin de l'histoire de fusion de l'étoile. Quand la température va atteindre 2 à 4 milliards de degrés,
vous allez pouvoir fondre le silicium. Le silicium ne fusionne pas, il fond de nouveau. Et donc, vous avez une chaîne de désintégration une chaîne de désintégration photonique, en fait, qui va passer du silicium 28 au magnésium 24, au néon 20, à l'oxygène 16, au carbone 12, pour former finalement plus que des alphas, en fait. Donc vous avez une espèce de déconstruction, à ce stade-là, de ce qu'il y avait dans votre étoile. Parallèlement à ça, vous allez avoir quand même aussi une capture des alphas produits par cette désintégration en chaîne, qui vont alimenter toutes des chaînes accessoires qui vont mettre en équilibre les différents éléments lourds présents dans votre étoile. Et en fait, on a des évolutions comme ça, progressives, vers les noyaux les plus liés. C'est ce qu'on appelle l'équilibre statistique nucléaire, c'est-à-dire que ce sont les noyaux les plus liés qui vont résister le mieux à l'ensemble de ces réactions multiples qui se passent à ce moment-là. Et donc, ce sont ces éléments-là qui vont survivre à cette phase extrêmement agitée. Ces éléments les plus liés, ce sont tous les éléments multiples de alpha, tous les multiples de 4, et les éléments du pic du fer, qui sont aussi extrêmement stables. Une fois que vous avez fini la fusion du silicium, vous êtes arrivé à un stade où vous n'allez plus pouvoir tirer de l'énergie en fusionnant des éléments. Le fer est le noyau le plus lié. Quand on regarde l'énergie de liaison de l'atome en fonction du nombre de nucléons dans l'atome, on voit que le sommet se situe au niveau du fer 56. Donc vous ne pouvez plus gagner de l'énergie en fusionnant du fer. Ça vous explique en partie pourquoi on fait des centrales nucléaires à fission avec de l'uranium, c'est-à-dire que l'uranium, on va gagner de l'énergie en le cassant. Ce serait absurde d'essayer de casser de l'hélium, on perdrait de l'énergie. En revanche, vous pouvez fusionner de l'hélium et gagner de l'énergie. D'accord ? Donc vous voyez qu'ici, il faut fusionner pour gagner de l'énergie, et ici, il faut fissionner pour gagner de l'énergie. L'étoile, voilà, elle peut faire de la fission si elle veut, mais ce n'est pas son principe de base. Son principe de base, c'est de fusionner les éléments. Et donc, une fois qu'elle a fait ces noyaux, qu'elle a un cœur de fer, elle ne peut plus aller plus loin dans les réactions nucléaires. Donc, en fait, elle ne peut pas fabriquer des éléments plus lourds que le fer dans ces phases de combustion hydrostatique stable. Je vous propose peut-être de faire la pause, même si on est un poil à l'avance, avant qu'on attaque les explosions.